Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui le Père Pedro. Bonjour, Père Bonjour. Pedro. On vous a déjà vu souvent sur les écrans français. Vous êtes le grand bienfaiteur de Madagascar, où vous vous occupez en particulier des personnes les plus défavorisées, les plus pauvres, des enfants, des familles. Vous avez construit des maisons là-bas, vous avez des écoles. Vous avez une action absolument remarquable et donc reconnue. Plusieurs livres vous ont été consacrés, même des films. Et là, vous présentez votre dernier ouvrage intitulé Résiste, avec l'écrivain Pierre Lunel aux éditions du Rocher. Alors avant de vous demander contre quoi vous appelez à résister, j'aimerais bien que vous reveniez, même si vous êtes déjà connu, sur vos origines et comment vous êtes arrivé à Madagascar. Oui. Eh bien, mes parents d'origine slovène sont arrivés en Argentine en 1948, où je suis né. À l'origine slovène tous les deux. Je suis argentin, et en même temps les Slovènes disent je suis slovène aussi. Alors, à 20 ans, je suis entré dans la communauté de la congrégation de la mission de Saint-Vincent de Paul, un grand saint du XVIIe siècle en France, qui a donné la dignité aux pauvres, qui s'est battu pour les pauvres dans toute la France. C'est lui qui a envoyé les premiers missionnaires à Madagascar au XVIIe siècle, 1648 à Fort-Dauphin. Alors, comme il y avait très peu de missionnaires, et notre supérieur général a envoyé une lettre à toutes les provinces dans le monde de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, s'il y a des volontaires pour Madagascar, qu'ils se présentent. Je me suis présenté. Alors, je n'ai pas voulu fuir l'Argentine que j'aimais. J'aimais ce pays, parce que là, j'ai découvert un pays ouvert, qui a reçu mes parents, les émigrants, les bras ouverts. L'Argentine, c'est comme les États-Unis, il y a des gens du monde entier. Alors, mais il n'y avait pas des pauvres. Quand j'ai quitté l'Argentine en 1968, il y avait 3% des gens pauvres au-dessus du seuil de pauvreté. Et quand j'ai vu cette lettre qui demandait des volontaires, j'ai dit, j'y vais en Afrique, à Madagascar, là où il y a besoin. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en arrivant à Madagascar? Eh bien, que j'ai trouvé à l'époque, mais je suis arrivé finalement, après avoir passé 2 ans, 68, 69, en Slovénie, où c'était encore la Yougoslavie, derrière le rideau de fer. J'ai demandé d'aller, avant d'être prêtre, d'aller à Madagascar, 1970, pour être comme un jeune, pas comme un notable, mais comme un jeune, travailler, faire du sport, puisque mon père il était maçon, et il m'a pris le métier de la maçonnerie, puisque dans la famille on était 8 enfants, et je suis le premier garçon. Et mon père me disait à chaque vacances, petit Pierre, viens aider tes petits frères et sœurs au chantier. Et voilà que tous les vacances, j'allais travailler dans les chantiers. À 14 ans, je levais les murs, je faisais tout ce qu'il fallait pour une maison. À 17 ans et demi, en Argentine, dans la cordillère des Andes, parmi les Indiens Mapuches, on a fait une première maison en Argentine, pour les plus pauvres, 17 ans et demi. Alors voilà, j'ai quitté l'Argentine et j'ai pleuré. En plus, je suis parti en bateau. C'était comme l'Ancien Testament. Et parti en bateau avec un billet aller, sans retour. Et quand je ne voyais plus l'Argentine à l'horizon, je pleurais. Mais mon esprit était content. Mon corps s'est détaché de mes parents, de ma famille, de mes amis. Mais mon esprit était content d'aller retrouver un autre peuple que je ne connais pas. Et de porter la fraternité, l'amour, le partage. Et voilà, Madagascar, quand j'arrive à Madagascar, 1970, j'ai trouvé un pays extraordinaire, accueillant, heureux de vivre. Ils étaient 6 millions d'habitants à l'époque. Et Tana, Tsirabé, Fianarantsoa, c'était bien. J'ai dit, si Madagascar est comme ça, je rentre en Amérique latine. Et après, quand je suis arrivé à la côte, là dans la côte, il faisait très chaud, très humide, et l'eau était polluée, les gens étaient très très malades, et cela a tué, en plus le paludisme, la malaria, a tué beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes. Alors là, j'ai vu qu'il y avait pauvreté, mais dignité, dignité. Voilà, ça c'était le début de Madagascar, et ce pays m'a séduit. J'ai dit, quand je serai prêtre, je reviens à Madagascar.
Et je suis venu en France, à Paris, où j'ai fait 3 ans d'études ici à l'Institut catholique de Paris. Et ensuite, j'étais ordonné prêtre en Argentine et je reviens à Madagascar. Fin 1975, début 1976. Et depuis, je suis là, comme prêtre. Et bon, j'étais tellement content de revenir vers ces peuples qui étaient dans le sud-est. Mais je voyais que désolation, que de mort tout le temps. Et pourtant un peuple joyeux, un peuple très, très solidaire à l'époque, très solidaire. Et cette misère a tué l'âme d'un peuple. La misère, c'est une prison qui tue l'âme, qui tue l'esprit. À quoi est-elle due la misère? C'est la mauvaise gestion, On dit aussi que la surpopulation provoque la misère. Madagascar, c'est pas la surpopulation. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Mais Madagascar est plus grand que la France. La France, vous avez 67 millions d'habitants. À Madagascar, il y a peut-être 28 millions d'habitants. Pour un pays plus grand que la France. C'est pas la surpopulation, c'est peut-être la lenteur administrative, c'est la corruption, c'est le manque de patriotisme, c'est l'insécurité. Voilà, des causes, il y en a. On a tous vu ces images de ces enfants, enfin de ces familles qui vivent sur des tas d'ordures, oui, qui les exploitent. Et c'est là que, je crois, ça a donné une impulsion importante à votre travail. Oui. Après 15 ans de Madagascar, je voulais partir. J'étais tellement malade. Je ne pouvais pas me tenir debout. Moi, sportive, j'étais tellement malade. J'étais plein de parasites. Je ne pouvais plus et je voulais partir. Et quand je suis monté à Tananarive, quand j'ai accepté d'être directeur d'un séminaire de la congrégation de la mission, et quand la semaine qui suit, j'ai passé à la décharge et j'ai vu un millier d'enfants qui étaient là sur une décharge en survie, j'ai subi un électrochoc. Ce soir-là, je ne pouvais pas dormir. Et vers minuit, je me suis mis à genoux sur mon lit. On peut prier aussi sur son lit. J'ai levé la main. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Le lendemain, je suis allé voir les gens de la décharge. Ils m'ont dit, Blanc, qu'est-ce que tu veux? Parler avec vous. Eh bien, on a commencé à parler. J'ai dit, si vous aimez vos enfants, je suis prêtre. Ah bon? Le fait d'être prêtre là-bas, ça vous ouvre des portes. Ah oui. Mais il disait, il est comme tout le monde, il va nous proposer des choses, il va nous promettre des choses, et on ne le verra plus. Parce que les pauvres sont tellement abusés, tellement fatigués des promesses, ils ne croient plus rien. Alors là, je savais cela. Alors j'ai dit, on va faire tout le possible pour que vos enfants vivent, pour que vos enfants qui vous restent puissent avoir un avenir plus digne que vous. Parce que quelle était l'organisation de cette décharge? Pourquoi ces enfants-là? Mais ils étaient un peu abandonnés par tous. Hein. On dirait que c'était les gens qui avaient tout perdu jusqu'à leur identité. La famille les a rejetés. Et alors, on le méprisait un peu, ces personnes-là. Eh bien, Dieu ne méprise personne. Dieu n'oublie personne. C'est pour cela que je me suis adressé directement à Dieu et pas à ses saints. Alors... les lendemains, je n'avais sans argent et sans être reconnu. Mais avec la foi que Dieu n'abandonne jamais. Et Dieu n'abandonne pas. Mais c'est nous qui n'écoutons pas l'appel de Dieu, de la conscience, de l'esprit. Celui qui ne croit pas, il a un appel humain. Et alors comment vous êtes-vous organisé? Tout doucement. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Bien sûr, vous avez bien dit le mot organisation, parce que quand on essaye de vouloir mettre un peuple debout, faire l'union, parce que l'extrême pauvreté, les gens sont divisés, c'est jaloux, c'est bagarre, c'est insulte. Là où je suis arrivé, il y avait beaucoup de violence. Mais j'ai dit, arrêtez, vous êtes tous des frères, vous êtes tous sœurs, comment vous allez-vous, entre vous, vous bagarrez, vous insultez, vous jalousez, arrêtez. Et alors, et on a commencé à créer une ambiance de confiance. Et quand vous créez cette confiance, ça n'arrive pas tout de suite, il faut du temps. Mais à mesure qu'on disait, faisons ceci, on le fait. Alors ils commençaient à y croire. Et là,
J'ai dit, c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez préparer un avenir meilleur à vos enfants, c'est vous qui allez construire vos maisons, les rues, les routes, les puits de puits d'eau, parce que l'eau est importante. Alors, l'organisation, la sécurité. Et ils commençaient à avoir confiance en eux-mêmes. Ils commençaient à s'estimer entre eux. Parce qu'au début, quand quelqu'un disait « Hé, vole pas », il a reçu une avalanche d'insultes. « De quoi tu te mêles dans ma vie? Occupe-toi de toi-même. » Maintenant, il y a un respect entre eux. Alors tout cela, c'est avec le temps. Mais je n'ai pas commencé ce travail à Kamasu, qui est le mouvement que nous avons créé à Kamasu, qui veut dire les bons amis. Oui, c'est une association. Association pour l'État. Vous avez été aidé par l'État aussi, bien sûr. L'État nous a aidés aussi à trouver des terres. Et aujourd'hui, avec toutes les écoles que nous avons créées, Combien en tout vous connaissez par cœur tous les chiffres, des écoles, on a des dizaines. Déjà, on a dans le primaire 6 écoles primaires. On a, avec combien d'enfants? Dans une seule école, oui. Dans une seule école primaire, nous avons 4076 enfants scolarisés, seulement la primaire. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit dans le monde, dans un seul lieu, il y a 4076 enfants, des élèves de l'école des primaires. Eh bien, ce n'est pas que nous l'avons voulu le faire, c'est que les gens venaient. Il dit, mon père, comment mon enfant ne va pas aller à l'école? Il y avait une centaine de mamans qui ont fait un sitting le mois de septembre. Un sitting. Et la directrice vient voir mon père, les mamans ne veulent pas rentrer chez eux. Je vais les écouter. Mais dit, mon père, comment mon enfant ne va pas aller à l'école? Je veux que mon enfant aille à l'école, que mon enfant ait un avenir meilleur, que mon enfant s'instruise. Quand j'écoutais une autre, après j'ai dit, écoutez, vous avez raison. Vous avez raison. J'ai dit à la directrice, prenez tous, inscrivez-les tous. On a vidé, les magasins, on a fait de nouvelles salles de classe, des magasins, et on fait tous les ans, à Kamasu, nous faisons des dizaines de nouvelles salles de classe. Aujourd'hui, nous avons 18 376 élèves à Kamasu. 76. 18 000. Il y en a un qui n'est pas venu aujourd'hui. Hein. Pas possible. Hein. Et il est possible quand je rentre que ça a augmenté parce qu'il arrive tout le temps. Mais je pense que l'école, l'éducation, c'est un droit d'un enfant. Comme à manger à sa faim. Dans l'école, nous avons la cantine. 11 000 enfants de l'école primaire, tous font la cantine à Kamasu. Nous devons acheter tous les semaines 10 tonnes de riz. 10 tonnes de riz? Tous les semaines. 10 tonnes de riz. Quand vous travaillez avec une population qui dépasse déjà les 30 000 personnes, quand les gens viennent, nous avons 3 000 personnes qui construisent à Kamasu, qui ne reçoivent pas un salaire, une aide, parce que je ne suis pas un patron. Je suis parmi les ouvriers. Je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Eh bien, parce qu'il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Et d'où vient l'argent? L'argent vient de Dieu. Oui, mais son représentant sur Terre, Dieu c'est nous qui? envoie les gens qui ont du cœur, les gens qui veulent partager, les gens qui sont sensibles et qui veulent aussi vaincre la pauvreté dans le monde. Et quand je vais témoigner en France ou dans d'autres pays, surtout la France, je parcours la France depuis 30 ans, nord, sud, est, ouest. Et la France est généreuse vis-à-vis de vous? Très généreuse. Quand les gens savent que l'argent qu'ils donnent arrive vraiment aux pauvres, ils veulent aider, même à travers l'écran s'ils pouvaient le faire. Mais il ne peut pas le faire à travers l'écran. Il doit le faire à travers une personne dont il a confiance, une association. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire ma joie et de tous les missionnaires qui y a en Afrique et Madagascar, de toutes les religieuses qui sont en Afrique et Madagascar et tous les pasteurs qui sont à Madagascar et en Afrique, le bien qu'ils font partout, au bout de la forêt, au bout de la brousse, ils sont là, ils tiennent les gens debout. Sans ces personnes-là, la pauvreté serait pire encore. Merci à tous ces missionnaires qui donnent de leur vie,
qui donnent de leur amis religieuses et pasteurs, qui donnent de leur vie. J'ai la chance d'être invité dans les plateaux. Combien de mes frères qui font un travail extraordinaire, ils ne sont jamais passés par un plateau de télévision. Et quand j'étais tout au début, il y a 50 ans, à Madagascar, les gens me suivaient, loin, à 800 km de la capitale, en plein brousse, des gens qui me suivaient, des milliers de personnes. Et je n'avais aucun moyen, pas d'argent, rien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'exprimer, d'être invité, je profite pour dire à tous mes frères et sœurs, partageons avec ces personnes, ces missionnaires, ces associations humanitaires qui font un bon travail en Afrique et Madagascar. Est-ce que la situation à Madagascar, la situation économique s'améliore? Est-ce que les enfants que vous éduquez ont davantage de chances de trouver du travail ensuite? Nous espérons, bien sûr. La pauvreté est toujours là, mais quand on étudie, on sait se débrouiller davantage. Et déjà, nous, à Kamassou, nous avons 750 professeurs, instituteurs, institutrices. 750. Donc 450, c'est l'État qui nous aide, qui paye les salaires de nos instituteurs. Le reste, c'est encore nous. Et avec les dons qu'on reçoit un peu partout. Et les repas, par exemple, qui paye le les repas, repas? c'est encore nous. C'est encore Oui. nous. C'est nous, je dois chercher partout les moyens d'acheter Il y a l'Union européenne qui, à un moment donné, il y a plus de 10 ans, tout d'un coup, il a dit, bon, on arrête. Oh. Ah bon, peut-être qu'ils étaient en cours d'argent, je ne sais pas, est-ce que vous êtes au courant? Non. Ah bon, moi non plus. Ben, ils ont arrêté carrément. Je ne demande plus rien à ces personnes-là, qui tardent en plus, qui sont tellement lents. Oui. Qui sont tellement lents. La lenteur, c'est en Afrique, en Madagascar, administrative, les procédures. C'est pas la procédure qui est le plus important, c'est l'objectif. C'est mettre un pauvre debout, c'est lui donner un travail, un logement, de l'eau potable, aux enfants d'aller à l'école, de s'instruire, de manger à leur faim. Il y a des ONG qui vous aident? Pas tellement, ce sont des bonnes personnes, des bonnes personnes. Il y a... Il y a un volet sanitaire aussi dans Bien le sûr, travail que mais vous faites. on s'occupe, vaccination. à Kamassou, on s'occupe dès la naissance à la mort. Dès la naissance à la mort, ça veut dire, nous avons créé à Kamassou, organisation, comme vous dites, nous avons 4 maternités, nous avons des dispensaires, des petits hôpitaux, et nous avons en même temps 4 cimetières. 4 cimetières, ça veut dire qu'on aide à une personne jusqu'à la mort. Parce qu'à la mort, il y a beaucoup de dépenses. À Kamassou, il n'y a presque pas, parce que les cimetières sont à côté. Et il y a une entraide. Et quand ils ont vu que nous le respectons, même mort, ben là, ils ont dit, c'est vrai ça, c'est vrai. Parce que les gens veulent dire, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit cet homme-là? Est-ce qu'il va le faire? Eh bien, ça fait maintenant 50 ans, ils savent de quoi nous sommes capables de faire, mais ensemble, avec eux, avec le peuple d'Akamassou. Et je suis heureux d'avoir trouvé à Kamassou ces 750 jeunes, qui sont tous plus jeunes que moi, Malagasy, tous Malagasy, autochtones, qui aujourd'hui, ils les enseignent, dont la moitié, ce sont des enfants qui étaient dans la décharge ou dans la rue. La décharge a disparu? Non, malheureusement, il est toujours là. On se bagarre toujours, on demande toujours aux autorités du pays de déménager ces décharges. Parce que ces décharges-là, il est au milieu dans la ville même aujourd'hui. Parce que la ville, toute capitale s'étend à l'est, à l'ouest. Alors, c'était déjà prévu, il y a plusieurs années, de la déménager. Malheureusement, cette décharge est toujours là. Mais il y a des fumées, il y a des odeurs qui sont nauséabondes et que nos enfants qui sont à côté, ils vomissent, ils se sentent mal. Et l'État malgache ne le fait rien? Il essaye de trouver une solution. J'espère qu'ils la trouveront. J'espère qu'ils la trouveront. Comment se passe une journée pour vous, par exemple, le dimanche? Le dimanche, c'est un jour spécial parce que là, vous savez, à un moment donné, mes frères, le plus pauvre, ils m'ont dit, mon père, tu es prêtre, baptise nos enfants. Alors je suis allé voir l'archevêque qui m'a donné la permission de baptiser les enfants et de donner les sacrements.
Et eh bien, cette messe, nous avons commencé avec 50 personnes au début. 50. C'est la messe de quelle heure, ça? À 8h30, on commence la messe. On était 50 personnes au début. Eh bien, aujourd'hui, la dernière messe que je fais il y a une semaine, il y avait 10 000 personnes. Et d'où viennent-elles? 10 000? 10 000, mais tous ne peuvent pas venir parce que nous avons déjà 3 fois, même 4 fois, nous avons élargi. C'est comme Saint-Pierre de Rome? Un peu bien plus grand parce que nous sommes là très à l'étroit, hein, ce n'est pas aux normes européennes. Hein. Si c'est aux normes européennes, il n'y entre pas 10 000 là-dedans. Hein. C'est un stade de basketball que nous avons couvert, et nous avons fait des tribunes. Et là, c'est une ambiance, des prières. Et à chaque messe, il y a 100, 150 touristes à la messe de plusieurs pays, surtout la France. Il y avait un jour, un athée, 2, pas au même temps. En sortant de la messe, il m'a pris, mais c'est quoi? Il dit, mon père. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis athée. Oui, alors. Mais je ne suis plus le même en sortant de cette prière. Alors je dis, bon, quand un athée, des bonnes souches, comme les Français, et s'est converti, je dis, il y a une force là. C'est la force des enfants. C'est la force de ces ouvrières qui travaillent à la carrière, qui piquent, qui cassent la pierre toute la journée, du sortie du soleil, des levées du soleil jusqu'au couchant du soleil, pour 2 € par jour. Qui 2 € par jour? Là, on ne peut pas parler des pouvoirs d'achat. Et quelle joie qu'ils ont de travailler. C'est pour ça que pour ces femmes qu'il faut écrire avec majuscule, j'irai jusqu'au bout du monde. Chercher justice. Je ne commande pas. Le peuple malagasy sait travailler, veut travailler. Et quand je sors dans la rue, dans nos villages, ils me disent « Hé mon père, donne mon travail ». Il faut dire quand même quelques mots du livre, surtout du slogan « Résiste ». Pourquoi résiste? Résister à quoi? Résister à tout mal, à l'égoïsme, à l'extrême pauvreté, résister au mensonge, Mais comment le pauvre à l'hypocrisie. Oui, comment le pauvre peut-il résister? Parce qu'il est déjà accablé par son état. Mais c'est pour cela qu'il y a un proverbe malgache, et dans ce livre, Résiste, avec Pierre Lunel, nous avons mis beaucoup des forces dans l'esprit. Il y a un proverbe malgache qui dit Fana nu maulna. C'est l'esprit qui fait la personne. C'est pas votre compte bancaire, ce n'est pas votre belle maison, ce n'est pas votre belle voiture. Non, non, c'est l'esprit qui fait que vous soyez une personne, oui, et là, je sois une personne. Vous dites dans votre livre, la grande pauvreté, ce n'est pas seulement de ne pas travailler, de ne pas avoir de toit. La grande pauvreté, c'est devenir insignifiant, n'être rien. Ben voilà, est-ce qu'un homme ou une femme peut n'être rien? Il n'est rien quand personne s'approche de lui. Et quand il ne peut jamais manifester ses talents. Et dans la messe d'Akamatsu, les enfants, comme les ouvriers et les ouvrières, quand ils portent la parole de Dieu, les offrandes, ils sont 200, 300, en dansant, avec une joie. Au milieu d'un peuple de 10 000 personnes, plus tous les touristes, ils se sentent reconnus. Ils disent, ben, je suis quelqu'un, j'ai des talents, et les gens m'applaudissent. Alors là, il y a une métamorphose extraordinaire dans les personnes. J'ai vu moi-même. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont tombé trop bas avec l'alcool, la drogue, la prostitution. Ça existe aussi. Mais bon, on ne désespère pas. Et avec la force de l'esprit, on tient debout un pauvre qui, même s'il n'a rien. Mais à Madagascar, ils sont très croyants. Ils croient à un créateur qui a créé le ciel et la terre. Les mains et les pieds de l'être humain. Et c'est ce que disait le président Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Si nous ne croyons pas à l'esprit, nous ne sommes que de la matière. Alors, ce n'est pas étonnant que la société de consommation nous a bien esclavisés. Hein? Mais on doit s'en sortir de cette société de consommation où on tue, on vous endorme l'esprit. Vous n'êtes plus une personne alors, vous êtes un simple consommateur. Moi, j'ai dit à mes frères ici, vous avez tellement de talents. Vous êtes formidables, vous aidez. Et moi, j'ai dit, partout où j'étais en France, jamais, je ne suis rentré à Madagascar les mains vides. Jamais. Quand les gens sentent les gens quand c'est vrai et quand c'est pas vrai. Et le pape François a senti ça parce qu'il nous a visités il y a 3 ans. Et dans 30 secondes, quand il est entré dans cette lieu où on prie tous les dimanches, il y avait 8000 enfants là, ils n'ont pas laissé plus de 8000, mais il chantait à tue-tête.
Ils chantaient avec une joie. Les papes ils disent, mais c'est quoi? Là, ils sentent, mais ici, c'est pas du spectacle, ça. C'est pas du... ils font pas ça pour me faire... pour m'impressionner. Ils le font par amour. Alors là, les papas, tout de suite. Et il m'a dit, lui, mettez-le, ce père-là, mettez-le dans le papa mobile. Et après, on a fait 2 kilomètres ensemble dans la papa mobile. On a fait un duo incroyable. Les gens étaient... les papes, François me dit, Pedro, mira l'alegria de la gente. Regarde la joie des gens. Ah oui, c'est vrai. Argentin. Argentin aussi. Bon, voilà. Non, je dis chapeau à tous ceux qui travaillent en Afrique et Madagascar et partout, en Amérique latine, partout, parce que les pauvres, il faut les aider partout, en France, en Europe, partout. Mais la pauvreté n'est pas la même. Quand nous n'avons pas assez à manger, quand nous sommes malnutris, quand il n'y a pas d'eau propre, de l'eau potable à boire, le sud de Madagascar, qui n'a pas plu pendant 4 ans, et en plus les cyclones qui ont dévasté une zone sud-est, aujourd'hui il y a famine dans ces régions-là. Pour ces personnes-là, aujourd'hui, je témoigne qu'il faut aider parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Je dirais aussi chapeau, Père Pedro, merci beaucoup. J'attire l'attention sur votre ouvrage « Résiste », écrit avec Pierre Lunel et aux éditions du Rocher. Résistez, nous tous. Résistons. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.